Il boite depuis 11 ans et dans la rue, personne ne sait pourquoi. 11 ans à vivre comme une ombre qu'on aurait laissée derrière, sans un mot, sans une plainte, sans jamais lever la voix. Et puis, un jour, quelqu'un touche à la seule personne qui lui reste au monde. Et cet homme silencieux redevient exactement ce qu'on avait payé si cher pour qu'il arrête d'être. L'histoire commence à l'Hôtel Dieu, où une bande d'hommes de main étrangers est en train de tabasser un directeur d'entreprise pour une affaire qui a mal tourné, en rigolant entre eux du fait que c'est le directeur Gu Junmo qui paie la note, et qu'il raque même le double pour le dérangement. Le président Gu Bong-san appelle directement le président Lee Joo-woon. C'est le bordel de son propre fils, il l'admet, mais il ne peut pas se permettre d'être vu en train de le nettoyer lui-même, ça lui ferait perdre la face devant ses propres hommes. Il demande à Lee d'envoyer quelqu'un pour étouffer ça discrètement. Nam Gi-seok, le numéro 2 de chez Joo-woon, prend l'affaire en main de lui-même. Avant de partir, il rappelle au président Lee quelque chose qu'ils s'étaient dit entre eux, un jour, que le moment venu, c'est lui qui veut prendre sa place. Gi-seok retrouve les hommes à l'hôtel et leur donne la règle du jeu sans détour. 3 jours pour quitter le pays, sinon quoi qu'il les ait poursuivis jusqu'ici, ce sera le cadet de leurs soucis. Junmo débarque avant que Gi-seok ait pu partir et se met à le titiller sur la jambe de son frère aîné, demandant, presque nonchalant, comment Gi-jun se déplace ces temps-ci, et ajoutant que c'est admirable qu'il ait tenu aussi longtemps. Gi-seok le gifle. 2 fois, devant témoins. Junmo ne réplique pas sur le moment, mais l'humiliation lui reste en travers de la gorge bien plus que la douleur des claques. Gi-seok grimpe jusqu'à la colline où son frère aîné passe ses journées, à l'écart de tout depuis des années, et lui annonce que le président Lee veut le voir reprendre du service à la tête de Joo-woon. Gi-jun ne répond pas directement. À la place, il demande à son petit frère, presque en passant, s'il ne s'est jamais demandé comment son aîné a vraiment vécu tout ce temps. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Gi-seok se fait tomber dessus par un groupe d'hommes encagoulés. Ils se battent assez bien pour tenir un moment, mais ils sont trop nombreux, et il n'y survit pas. Gi-jun apprend que son frère n'est plus à l'enterrement lui-même, un homme qui était sur le point d'hériter d'un empire, réduit à un corps allongé dans une salle pleine de gens qui lui doivent tout et n'ont rien fait pour le protéger. Le procureur Lee Geum-sung, le propre fils du président Lee, se présente pour rendre hommage. Choi Seong-cheol le bloque à la porte et lui dit sans ménagement que c'est une affaire d'entreprise et que son père ne veut pas de lui dans les parages. Pendant que les présidents Lee et Gu discutent discrètement en retrait, Gi-jun s'avance et se plante droit devant eux. 11 ans plus tôt, on lui a dit de vivre comme s'il n'existait déjà plus, et il a tenu parole. Son frère n'était jamais censé payer pour ça, lui. Il demande s'il y a autre chose qu'il devrait savoir. Aucun des 2 hommes ne lui répond. Alors que Gi-jun rejoint sa voiture, un homme plus jeune le rattrape. Cheon-hae Beom, un des hommes de Gi-seok, il se présente, s'excuse de ne pas l'avoir fait plus tôt, et lui dit qu'il va s'occuper de veiller sur son grand frère à partir de maintenant. Au commissariat, des policiers tentent de bloquer Gi-jun avant qu'il n'atteigne le suspect en garde à vue, invoquant la procédure. Gi-jun les bouscule sans que personne n'oppose vraiment de résistance. Gi-jun exige de savoir pourquoi ils s'en sont pris à son frère. Le gamin lui répond en ricanant que Gi-seok l'a regardé de travers, que c'est tout, qu'il n'y a rien d'autre. Gi-jun le menace de retrouver tous ceux qui étaient dit cette nuit-là, famille comprise. Le gamin, imperturbable, lui dit d'aller régler ses comptes avec ses propres parents s'il arrive un jour à les retrouver. Eux qui l'ont abandonné avec son petit frère il y a des années, sans jamais se retourner. Gi-jun retrouve le reste de la bande planquée dans un cybercafé, en train de rigoler de ce qu'ils ont fait. Il les prend un par un sans hésiter une seconde. La plupart finissent au sol. Un seul, Jang Wishan, réussit à filer par derrière dans la panique générale. Au bureau du procureur, des enquêteurs remarquent à quel point ce qui est arrivé à Gi-seok ressemble à l'affaire qui avait déclenché le coup d'État contre le président Oh des années plus tôt, les 2 affaires impliquant un successeur désigné écarté juste avant de pouvoir prendre le pouvoir. Un des officiers balaie l'idée d'un revers de main. Un autre n'en est pas si sûr. Le supérieur de Geum-sung le prend à part et lui propose un marché. Prendre l'affaire Gi-seok en charge personnellement et s'assurer qu'elle soit traitée comme il faut, autrement dit, étouffée. En échange, une promotion que Geum-sung attend depuis des années. Gi-jun rattrape Wi-chan et le presse de lui dire qui a vraiment donné l'ordre. Acculé, à court d'options, Wi-chan finit par lâcher un nom. Le cimetière, un salon de discussion où des gamins en fugue endossent les crimes des autres contre une prime qui les attend à la sortie de prison. Gi-jun s'invite sans y être convié dans la voiture de l'avocate maison. Elle ne semble pas s'en formaliser.
lui demandant même s'il a vraiment les moyens de s'attaquer à quelqu'un qui exerce le droit juste en face d'un commissariat. Elle lui explique quand même le fonctionnement. Ça marche comme une appli de livraison, ça met en relation des clients qui veulent éviter la prison avec des gars prêts à purger la peine à leur place, en général des garçons en fugue, qui fuirent le service militaire. Elle lui tend la carte de visite de Enclin avant même qu'il ait eu besoin de demander. Chez Enclin, Ji-Jun démonte le personnel un par un, demandant à chacun bien calmement qui leur a dit qu'il pouvait se permettre ce ton avec lui. Il coince le PDG Sim Seong-won, qui insiste d'abord n'avoir fait que suivre les ordres et prendre l'argent, jusqu'à ce qu'une correction lui délie la langue pour de bon. Gu Jun-mo. Le lendemain, encore en train de glacer son visage, Seong-won reçoit la visite de Kim Chun-seok, cadre chez Bongsan. Seong-won lui dit tout net « Jun-mo a commandité ce coup tout seul, et Chun-seok ferait bien de commencer à se couvrir, parce que ce qui arrive ne va pas s'arrêter à Enclin. » Le président Lee rappelle au président Gu la règle qu'ils ont bâtie ensemble après la chute du président Oh, celui qui crée le problème en paie le prix, sans exception, pas même pour un fils. Ji-Jun débarque sur sa jambe abîmée et demande au président Gu, une dernière fois, s'il a quoi que ce soit à voir avec ce qui est arrivé à son frère. Gu répond qu'il va s'en occuper personnellement. Ji-Jun lui dit de ne pas se donner cette peine, de juste regarder ce qui va suivre. Paniqué, Gu se met à proposer tout ce qui lui passe par la tête. Un casino, une boutique hors taxe, et pour finir, l'hôtel De Croo lui-même. Le président Lee lui dit sans détour que c'est le dernier verre qu'ils partageront jamais tous les deux. Gu insiste quand même, et Lee finit par accepter l'hôtel comme un dernier geste, rien de plus. De retour chez lui, Gu coince Jun-mo et lui demande carrément s'il est derrière tout ça. Jun-mo finit par admettre, oui, Gi-seok l'a humilié devant ses propres hommes, et pour lui, c'était une raison suffisante. Gu lui répond que même son propre père le traite comme quelque chose qu'on gratte sous sa chaussure. Et Jun-mo lui rétorque que c'est exactement pour ça qu'il se donne autant de mal pour prouver sa valeur. Hae-beom essaie de pousser Choi Seong-cheol à agir en premier et se fait remettre à sa place pour avoir dépassé ses fonctions. Il va alors trouver Gi-Jun et insiste, ce n'est plus seulement son combat à lui, c'est aussi le sien, depuis qu'il a repris la garde des hommes de Ji-seok. Ji-Jun le laisse entrer sans trop discuter. Hae-beom poste une récompense sur le cimetière pour localiser Jun-mo, 30 millions de won pour quiconque confirme sa voiture et sa position. Ça marche presque instantanément. Le président Gu ordonne qu'on déplace son fils vers une planque à Yangpyeong et demande à Chun-seok de l'y conduire lui-même, sans détour, sans discussion. Jun-mo refuse d'être traîné comme un gamin qu'on met de force à la porte, mais Chun-seok l'embarque quand même, juste au moment où Hae-beom et ses hommes rattrapent la voiture et la forcent à s'arrêter, les poings cognant contre les vitres avant que Chun-seok n'arrive à arracher Jun-mo de là et à repartir. Seong-won, en train de rassembler ce qu'il peut emporter pour disparaître avant que quelqu'un ne le rattrape, se fige quand Gi-Jun se présente à sa porte et lui demande, très calmement, où se trouve vraiment Jun-mo. Gyum-son teste Choi Seong-cheol, lui demandant si Ju-woo n'a vraiment plus à perdre qu'à gagner en restant les bras croisés, laissant sous-entendre, l'air de rien, qu'écraser Bongsan une bonne fois pour toutes pendant qu'on en a l'occasion vaut peut-être plus cher que de préserver la vieille paix. Toujours pas totalement convaincu de ce qu'on lui a raconté, Jun-mo demande directement à Chun-seok qui est vraiment ce Gi-Jun. Chun-seok lui répond sans détour, sans Gi-Jun, ni Ju-woon, ni Bongsan ne ressembleraient à ce qu'ils sont aujourd'hui. 11 ans plus tôt, le président Oh envoie Ju-woon et Bongsan s'emparer du port de Busan, alors contrôlé par un gang rival, parce qu'il a besoin de ce port pour étendre son activité jusqu'au Japon. Les deux hommes sont dépassés presque immédiatement, et sur le point de tout perdre, jusqu'à ce que Ji-Jun entre dans la bagarre et retourne la situation à lui tout seul, se gagnant le surnom d'Hercule cette nuit-là. Cette victoire vaut à Ju-woon et Bongsan toute la confiance du président Oh, au point que le bruit commence à courir qu'il pourrait leur céder l'entreprise entière plutôt qu'à son propre fils, Oh Seung-won. Se sentant mis à l'écart, le fils d'O ordonne l'élimination des deux hommes avant que ça ne devienne réalité. Le complot s'effondre quand un enregistrement fait surface, prouvant qu'il a donné l'ordre lui-même, sans possibilité de le nier. Gi-Jun s'en prend au fils d'O avant que le coup ne puisse aboutir et dit au président Oh en face qu'il l'a fait pour le bien de l'entreprise. Ju-woon, présent, est forcé d'admettre son propre rôle dans toute cette histoire, il était au courant, et il est arrivé trop tard pour empêcher Gi-Jun d'aller jusqu'au bout. En moins d'une journée, le président Oh est renversé complètement.
et Jo-woon et Bong-san prennent le contrôle total de l'organisation qu'il a bâtie. Pour préserver la paix entre eux deux à l'avenir, Jo-woon et Bong-san instaurent une nouvelle règle. Celui qui cause un problème doit en répondre personnellement. Gi-jun, l'homme qui a déclenché tout cet enchaînement et qui l'a aussi remporté pour eux dans le même souffle, en devient le tout premier cas d'application. Plutôt que d'en finir avec lui sur le champ, ils lui tranchent le tendon d'Achille et lui disent de vivre le reste de sa vie comme s'il n'existait déjà plus. À l'époque, on présente ça comme un acte de clémence. De retour dans le présent, Haebeom dit à Gi-jun qu'il aurait dû faire davantage pour arrêter Junmo avant que les choses n'aillent aussi loin. Gi-jun lui répond que ça va, de ne pas s'attarder là-dessus. Byung-ho, un vieil ami des années où Gi-jun tenait la place, lui apprend que le président Lee sait déjà parfaitement que c'est Junmo qui est derrière tout ça, et qu'il a quand même dit à ses hommes de laisser tomber, confirmation tranquille, du peu de poids que pèse ce qui est arrivé à Gi-seok face à la paix qu'il veut préserver. Depuis la planque où il est enfermé, Junmo passe un coup de fil et commande à son tour une mise à l'écart de Gi-jun, précisant bien que cette fois, ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre, et il faut que ce soit fait proprement. Des enquêteurs remarquent quelque chose de louche dans le dossier. L'officier Han Seok-yoon est à la fois celui qui a trouvé le corps de Gi-seok et celui qui a rédigé le rapport, ce qui est inhabituel, vu son grade et son ancienneté, pour quelqu'un censé être en patrouille de nuit. Gumson ordonne qu'on l'amène pour interrogatoire. Chun Seok retrouve Gi-jun et le prévient que toute la famille Bong-san est maintenant à ses trousses, et que continuer seul dans cette direction va finir très mal pour lui. Avant de partir, il s'attarde un peu sur les vieux souvenirs, l'époque où tout paraissait plus simple, où ils marchaient encore ensemble. Junmo coince Byung-ho et menace directement sa petite fille, le prévenant que s'il veut protéger sa famille, Gi-jun ne peut pas survivre à ce qui arrive. Byung-ho vient trouver Gi-jun avec ce qui ressemble à la véritable localisation de Junmo, lui disant qu'il en a fini avec tout ça, qu'il quitte Bong-san pour de bon, et que cette adresse est l'endroit où il finira par trouver Junmo. Il ne lui dit pas la vraie raison pour laquelle il la lui donne. Cha Yong-do, un intermédiaire que les deux présidents écoutent en coulisses, sans jamais l'admettre ouvertement, dit au président Gu qu'il suffit qu'une seule personne accepte son sort pour que tout ça s'arrête. Si Jo-woon et Bong-san veulent tout continuer à coexister, il faut régler le cas de Gi-jun, et Gu doit arrêter d'hésiter sur la manière. Gi-jun arrive sur les lieux, les hommes postés là s'agitent, dès qu'ils voient Sin-bi son visage, ça n'a jamais été prévu comme une visite tranquille, et tout le monde à l'intérieur le sait déjà. Junmo a fait venir Jong In-seok, un ancien champion de boxe déchu de son titre pour dopage, en lui offrant 1 milliard de wons pour s'assurer que Gi-jun ne ressorte pas vivant de ce combat. Byung-ho se place entre Junmo et ce qui s'annonce, lui disant que beaucoup de monde en a déjà après lui, qu'il devrait profiter de cette occasion pour disparaître et vivre encore un peu. Junmo ne prend pas l'avertissement au sérieux. Junmo s'acharne sur Byung-ho sans retenue, jusqu'à ce que Chun Seok l'arrache physiquement de là, mais c'est déjà trop tard. Byung-ho n'y survit pas. Chun Seok, furieux, dit à Junmo tout net qu'il a tout détruit autour de lui, que Byung-ho et Gi-seok ne sont plus là à cause de lui et de personne d'autre. Junmo se retourne et frappe son propre manager pour avoir eu l'audace de se soucier davantage d'un étranger que de lui. Junmo appelle Gi-jun directement avec le téléphone de Byung-ho, lui disant froidement que tous ses amis ont disparu maintenant et lui donnant sa vraie adresse, le mettant au défi de venir en finir. Gi-jun retrouve Seok-yoon et le presse sans relâche. Il savait que ce qui allait arriver à Gi-seok était prévu bien avant que ça n'ait lieu, et quelqu'un l'a payé pour s'assurer que l'affaire n'aboutisse à rien. Terrifié, Seok-yoon ne prend même pas la peine de nier. Dans un entrepôt abandonné, Junmo s'adresse à une foule d'hommes de main, présentant tout ça comme une audition. Celui qui se montre le meilleur aujourd'hui a un avenir chez Bong-san. Il jette un sac de billets pour quiconque lui ramènera Gi-jun vivant. Gi-jun avance méthodiquement dans la foule, réduisant la distance qui le sépare de Junmo, malgré le nombre écrasant, encaissant coup sur coup et en rendant le double. En plein combat, In-seok s'arrête et exige le double de son prix, 2 milliards au lieu d'1, sortant un enregistrement téléphonique comme garantie que tout le monde saura exactement ce qui se passe si jamais on apprend qu'il a accepté ce contrat. Épuisé par tout ce qui a précédé, Gi-jun est de jeter sur une table et durement malmené avant de réussir à saisir un éclat de verre brisé et à toucher In-seok au visage, lui faisant perdre la vue d'un côté et faisant enfin basculer le combat en sa faveur. Acculé, la vue à moitié perdue, In-seok lâche une dernière provocation prétendant que c'est lui, en réalité, qui s'en est pris à Gi-seok. Personne ne saura jamais s'il dit la vérité ou s'il cherche juste à ébranler Gi-jun dans ses derniers instants. Le président Gu appelle Junmo encore et encore sans réponse.
jusqu'à ce que quelqu'un d'autre finisse par décrocher. C'est Gi-jun. Gu essaie de se justifier, de trouver une explication à tout ça, mais il n'y a plus rien à expliquer. Son fils n'est déjà plus là. Alors que les combats finissent par le rattraper, un souvenir remonte à la surface. Ji-seok, debout dans l'encadrement d'une porte, le taquinant gentiment à propos d'une veste qu'il ne lui a jamais rendue, lui disant qu'il devrait vraiment se voir plus souvent. Persuadé que le combat est enfin terminé, Ji-jun conduit pour rentrer quand une autre voiture percute la sienne et la pousse hors de la route, droit dans l'eau. La nouvelle se répand peu après, d'une bouche à l'autre. Nam Gi-jun n'est plus. Une équipe de secours repêche un corps près de l'île de Jara, gravement blessé mais vivant, ayant besoin de soins d'urgence dès qu'il touche la rive. Choi Seong-cheol rapporte en interne que l'accident a eu lieu presque immédiatement après le règlement de compte entre Gi-jun et Junmo, ce qui soulève la question évidente. Qui a bien pu organiser ça aussi vite? Le président Gu retrouve le président Lee en privé et étale sur la table des relevés financiers une piste qui relie directement l'argent derrière l'attaque contre Gi-jun à une société écran contrôlée par Lee. Il l'accuse d'avoir orchestré tout cet enchaînement depuis le début en se servant de Gi-jun pour se débarrasser de Junmo, puis en se débarrassant de Gi-jun pour dégager la voie bavée à son propre fils. Lee ne prend même pas la peine de nier. Il dit à Gu qu'ils se ressemblent bien plus qu'aucun des deux ne veut l'admettre à ce stade et que ça ne se terminera que quand l'un des deux ne sera plus. Plutôt que d'attendre d'être celui qu'on prend en embuscade, Lee fait fuiter l'heure et le lieu d'une réunion privée de Bongsan directement au bureau du procureur. Les procureurs font une descente et arrêtent tous les cadres présents dans la salle, pendant que le président Gu se faufile dehors juste à temps et accuse Lee de la fuite dès qu'il est en sécurité. On découvre ensuite que Gum-sung a lancé la descente 30 minutes plus tôt que prévu, sans en informer Cha Yong-do. Une décision qui fait naître d'emblée des soupçons sur les intérêts qu'il sert vraiment. Lee coince Cha Yong-do, l'homme qu'il n'a toujours connu que sous le nom de Monsieur Kim, après avoir remonté la piste de l'argent qui a corrompu Han Seok-yoon jusqu'à son propre compte, reliant les points directement à ce qui est arrivé à son fils. Ji-jun, en pleine convalescence, retrouve Seong-won une nouvelle fois. Cette fois, Seong-won jure qu'il n'a rien à voir avec l'attaque de la rivière, personne ne l'a payé pour celle-là. Pressé sur Chun-seok et Byung-ho, il admet que la peur l'a poussé à faire régler leur compte, mais ajoute, presque discrètement, que c'est aussi lui qui a payé pour qu'ils aient un enterrement décent ensuite. Lee décide qu'il n'y a plus moyen de revenir en arrière et mène lui-même l'assaut contre Bongsan, déclenchant une guerre ouverte et sanglante entre les deux camps, en pleine rue. Blessé et dépassé en nombre dans les combats, Gu dit à Lee qu'ils ne sont vraiment pas si différents, tous les deux prêts à tout pour protéger un fils, et le prévient que le même sort l'attend lui aussi avant de finalement tomber à son tour. Lee finit par tout dire à Gi-jun. Cha Yong-do, l'homme que tout le monde appelait Monsieur Kim, a été introduit à l'origine par le président Oh, tout droit sorti de la police. Après la chute d'O, il est resté aux côtés de Lee et de Gu, grassement payé pour sa loyauté, bien mieux qu'il ne l'avait jamais été sous O. Ça n'a jamais suffi pour lui. Pendant la décennie qui a suivi, il s'est servi de ce qu'il savait sur les vieux crimes des deux hommes pour les contrôler discrètement, depuis l'ombre. Lee lâche le détail qui le hante depuis des années. C'est Cha Yong-do qui, à l'époque, a averti Gi-seok que le fils d'O en avait après Lee et Gu tous les deux, mettant en marche tout le coup d'État, et s'assurant tranquillement que ce soit Gi-jun qui en paie le prix par la suite. Lee propose de céder toute l'entreprise à Gi-jun. Gi-jun refuse, exactement comme il l'a fait 11 ans plus tôt, mais accepte, cette fois, d'aider Lee à retrouver Cha Yong-do. Cha Yong-do dit à Gum-sung d'arrêter de traîner les pieds, le président Lee n'est pas un homme facile à déloger, et plus Gum-sung attend, à se demander s'il veut vraiment appartenir à ce monde ou rester dehors pour toujours, plus la fenêtre se referme. Lee coince l'un des hommes de Cha Yong-do et lui arrache une localisation en pleine rue sans se soucier du risque d'être vu. Lors d'une réunion d'entreprise, Gum-sung s'annonce désormais aux commandes. Quand les cadres les plus anciens protestent, il leur répond sans détour que jamais aucun d'entre eux ne l'a vraiment considéré comme l'un des leurs et que celui qui n'accepte pas la nouvelle donne est libre de sortir par la porte. Tae-wan, le garde du corps de Lee depuis toujours, se révèle avoir travaillé avec Cha Yong-do depuis le début. Les deux hommes s'affrontent. Tae-wan, se moquant d'une dette entre eux qui remonte à 11 ans, lui demandant pourquoi Lee ne s'en est jamais débarrassé à l'époque, alors qu'il en avait l'occasion. Cha Yong-do se rend chez Lee, pas pour négocier quoi que ce soit, mais pour en finir avec lui maintenant qu'il a cessé de lui être utile. Les deux hommes se battent. Lee, celui-là même qui a laissé ce fixeur prendre autant d'emprise sur les deux familles depuis le début, n'y survit pas chez lui. Avant d'en finir, Cha Yong-do dit à Lee de ne pas s'inquiéter pour Gum-sung, il sera bien pris en charge. Ce que Cha Yong-do ignore, c'est que Gum-sung est déjà là, tout près, en train d'écouter chaque mot de cette confession.
Gi-jun arrive juste après le drame, ne trouve que Lee sans vie qui l'attend, et se fait arrêter sur le champ par des officiers qui travaillent secrètement pour Cha Yong-do. Direction un tronçon de route isolé où ils comptent bien finir le travail tranquillement. Gi-jun maîtrise les officiers dans la voiture avant que Seong-won n'intervienne et n'achève le dernier lui-même. Seong-won admet que Cha Yong-do l'a envoyé pour nettoyer la scène après coup, mais qu'il a choisi d'aider Gi-jun à la place. Il lui explique que ce même réseau de flics corrompus protège discrètement Jo-woon et Bong-san depuis 11 ans. Geum-sung, ayant tout entendu de la confession, confronte directement Cha Yong-do, révélant qu'il est déjà au courant pour Kaneyama, un homme de l'ombre coréano-japonais recherché par Interpol, à qui Cha Yong-do a discrètement offert une nouvelle identité en échange de plusieurs affaires réglées en coulisses liées à tout ce conflit. 8 mois plus tôt, c'est Geum-sung qui est allé chercher Cha Yong-do le premier, demandant un rôle dans ce qui se préparait, voulant réunir Jo-woon et Bong-san sous sa propre autorité. Son plan, se servir de Junmo pour éliminer Gi-seok et laisser la guerre qui suivrait entre les deux camps lui dégager un chemin tout droit vers le sommet. Geum-sung dit à Cha Yong-do que son père parlait toujours de tout ce qu'il voulait sans jamais pouvoir l'avoir, mais que lui, il n'a aucune limite à ce qu'il est prêt à vouloir. Son père ne lui a jamais demandé ce que c'était. Alors il le dit clairement, une bonne fois, il veut Jo-woon et Bong-san, les deux, sans exception, et plus personne pour se mettre en travers. Seong-won se fait tomber dessus par un groupe d'hommes de main et se retrouve blessé à plusieurs reprises pendant le combat. Il se défend assez bien pour survivre et se débarrasser de ses agresseurs. Mais la nouvelle arrive quand même jusqu'à Cha Yong-do, à tort ou à raison, que le travail est fait. Gi-jun continue d'avancer, exigeant de savoir exactement où se cache Cha Yong-do. Cha Yong-do montre à Gi-jun des preuves démontrant que Geum-sung a planifié depuis le début toute la guerre entre Jo-woon et Bong-san et lui propose un marché, se débarrasser de Geum-sung, et Cha Yong-do le soutiendra personnellement comme nouveau chef de la place. Gi-jun refuse tout net, lui disant qu'au lieu de négocier sa propre survie, il ferait mieux de demander pardon à tous ceux qu'il a manipulés pendant une décennie. Gi-jun en finit avec lui, sur place. Geum-sung apprend que Kaneyama n'a pas pu finir son travail et que Cha Yong-do n'est plus. Il encaisse la nouvelle, presque sans réagir, déjà plusieurs coups d'avance dans sa propre tête. Choi Seong-cheol, après avoir vu tous ceux qui l'entouraient se faire détruire par l'ambition de Geum-sung, finit par lui tourner le dos ouvertement et lui dit clairement de partir. Aux funérailles du président Lee, Gi-jun s'agenouille devant le cercueil en silence, sans un mot pour personne autour de lui. Gi-jun remet à Haebeom tout ce qu'il a contre Geum-sung et lui dit clairement que ça serve à mettre fin à tout ça, pas à courir après encore plus de vengeance une fois que ce sera fait. Lors d'une cérémonie de signature officielle, Geum-sung s'annonce comme le nouveau dirigeant de Jo-woon, fusionnant formellement avec ce qu'il reste de Bong-san sous un seul toit. Il expose sa vision de l'avenir pour la place. Un monde où la frontière entre le monde légitime et l'ombre disparaît complètement, et où, en tant que procureur en exercice, rien de ce qu'il fait ne pourra jamais lui retomber dessus. En pleine célébration, l'enregistrement finit par sortir publiquement, la propre voix de Geum-sung, exposant depuis le début son plan pour utiliser Junmo contre Gi-seok. Le procureur général met fin à la cérémonie sur le champ et quitte la salle sans un mot de plus. À mesure que la nouvelle se répand, l'ambiance autour de Geum-sung se glace d'un coup. Ses propres hommes lui disent clairement que c'est terminé, qu'il n'y a plus moyen de revenir en arrière sur celle-là. Gi-jun se ferait un chemin à travers ce qu'il reste de la sécurité de Geum-sung pour l'atteindre directement, un seul coup suffisant à mettre à terre quiconque essaie encore de lui barrer la route. Assis dans l'ancien fauteuil de son père, une arme posée dans la main, Geum-sung admet que maintenant qu'il a vraiment tout pris pour lui, rien de tout ça n'a le goût qu'il imaginait. Ce qu'il aimait vraiment, dit-il, c'était le combat lui-même, la tension juste avant, l'instant où un coup touchait sa cible proprement. Il avoue avoir longtemps envié le regard que les gens posaient sur son père, tout ce respect. Gi-jun lui répond calmement que ce qu'il voyait dans ces regards-là n'a jamais été de l'admiration. C'était de la peur et un poids que son père n'a peut-être jamais voulu lui transmettre. Geum-sung change de sujet, plutôt que de rester avec ça. Il demande pourquoi Gi-jun est allé aussi loin pour un frère qui, un jour, a tourné le dos à tout ce monde-là et s'est enfui. Gi-jun lui dit qu'il est la raison pour laquelle tout ça a commencé, la raison pour laquelle Gi-seok n'est plus là du tout. Geum-sung se déchaîne sur lui sans retenue, avant que ce même geste ne se retourne contre lui. Gi-jun l'arrête avant qu'il ne puisse aller jusqu'au bout, lui disant froidement qu'il ne mérite pas de partir aussi facilement et finit le travail lui-même. Un dernier souvenir remonte avant que tout ne s'immobilise, Gi-seok, dans l'encadrement d'une porte, mi-sérieux, lui demandant s'il ne devrait pas tout laisser tomber pour venir travailler à ses côtés. Gi-jun lui répond que ça ne le dérangerait pas du tout. Tout est fini.
Celui qui voulait le pouvoir n'a rien ressenti une fois qu'il l'a enfin eu entre les mains. Gi-jun peut enfin se reposer, aux côtés de son frère. Voilà, c'était le résumé Mercy for None. Si cette histoire t'a marqué, reste encore avec moi. Il y a d'autres histoires qui sont dignes de ton attention. Donc abonne-toi et on se retrouve dans le prochain résumé.